Comme je disais, donc avant qu'on puisse aussi plonger dans le vif du sujet, ce qui vous a amené aussi ici, parce que pour le coup, si vous participez, c'est que ça a un peu titillé votre curiosité. Ce qui serait quand même sympa de ma part, c'est que je puisse aussi vous dire pourquoi je suis devant vous aujourd'hui et surtout ce qu'on va faire pendant 45 minutes, parce que c'est quand même un certain temps. Donc pendant cette masterclass, je vais bien sûr vous parler du Human Design, évidemment. Je vais vous parler aussi de la façon dont je le transmets auprès de mes clients. Et ce qu'on va voir aussi, parce qu'on a peu de temps, ça va être les 5 grands types en Human Design, mais je vous l'ai préparé version accompagnant et version accompagnée pour que bien évidemment ça ait un peu plus d'impact sur votre quotidien avec les personnes et les porteurs de projets que vous accompagnez chaque jour. Alors c'est vrai qu'on ne dirait pas forcément comme ça, mais pour le coup ça va faire presque 10 ans maintenant, moi que j'accompagne des entrepreneurs à créer et à diffuser leur communication, avec une spécificité sur le branding de marque. Donc ça c'est depuis 2015 et c'est en duo avec mon associée Céline Basset, que vous voyez là, que nous on partage nos expertises en communication au sein de notre agence. Pour la petite histoire, nous, Bonheur Factory, c'est né finalement de la fusion entre notre agence de communication qu'on a créée en 2015, mais également c'est la fusion aussi avec l'association BI qu'on avait créée en 2018 et qui avait pour but d'accompagner le changement des consciences. Et pour ça, on avait créé une chaîne podcast, on avait organisé aussi pas mal d'événements avec des personnalités assez singulières finalement dans leur mode de vie, dans leur façon aussi de voir les choses et dans leur savoir-faire. En 2021, ce qui s'est passé pour nous, du coup, c'est que on a souhaité aussi incarner nos propres changements intérieurs. On en parlait ce matin justement avec la table ronde sur les entrepreneurs engagés. Et c'était important pour nous qu'au bout d'un moment, on aligne aussi notre façon de travailler et la manière dont on proposait l'accompagnement aux porteurs de projets. Ce qui nous a décidé aussi, c'est que on discutait assez quotidiennement avec des porteurs de projets qui, pour le coup, savaient pas forcément comment oser assumer que ce soit leur valeur humaniste ou leur sensibilité dans leur activité professionnelle. En gros, ils souhaitaient tous donner du sens à leur projet. Le problème, c'est que personne ne savait comment le dire, comment le diffuser aussi à travers leur activité professionnelle. J'imagine bien que donner du sens à son projet, ça fait partie du top 3 des phrases que vous devez entendre à peu près 100 fois par jour avec les personnes que vous accompagnez. Je ne vais pas leur jeter la pierre, parce que moi, je fais partie de cette génération aussi où on nourrit aussi l'espoir de se dire qu'on peut métamorphoser les choses dans notre activité professionnelle et aussi dans nos projets. Hop. Donc là, je vais vous parler de la singularité de notre agence parce que c'est ce qui va aussi inclure la façon dont on a pu utiliser le Human Design. Notre singularité, elle repose surtout justement sur la connaissance de soi. Nous, on part du principe que la création d'un projet, pour le coup, c'est un véritable accélérateur, que ce soit pour découvrir ses talents, pour apprivoiser ses peurs, mais aussi pour sortir de sa zone de confort. Et je pense qu'à ce sujet-là, je vous apprends rien de nouveau, puisque c'est ce que vous vivez aussi quotidiennement. Nous, nos clients, c'est essentiellement des créateurs d'entreprises qui souhaitent créer une activité qui fait sens, mais aussi une activité qui souhaite avoir un impact justement sur le monde qui est en train de se construire. On parlait ce matin du monde de demain, mais finalement, ça commence aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la typologie de personnes qui vient vers nous pour qu'on s'occupe aussi de leur communication. Par contre, nous, notre expérience, ce qu'elle nous a démontré, c'est qu'on avait beau faire un très très beau branding de marque, une très très belle communication. Finalement, on avait des clients qui n'arrivaient pas à identifier leurs talents, qui n'arrivaient pas à oser exprimer qui ils étaient. Et du coup, c'était un petit peu compliqué puisqu'on voyait que la communication, elle devenait complexe pour eux. Ça devenait laborieux et du coup, ça avait un impact assez négatif aussi sur le développement de leur activité. Donc pour nous, il a fallu aussi qu'on se remette en question et il fallait non seulement qu'on puisse les aider à être autonomes dans leur communication, mais surtout dans l'animation de leur communication, mais il fallait aussi qu'on puisse les accompagner à prendre confiance finalement en eux et à trouver cette assurance qui allait en faire les premiers ambassadeurs de leur marque ou de leur projet. Je pense que c'est une problématique aussi que vous devez rencontrer très régulièrement. Et pour les accompagner finalement à découvrir leur potentiel, c'est pas très très simple, il n'y a rien d'inné là-dedans, mais aussi à découvrir le potentiel de leur activité. Nous, on s'appuie sur une méthode qu'on a développée ensemble, toutes les deux. Et cette méthode, elle s'appuie bien sûr sur le Human Design, puisque ça va être le sujet du jour,
mais également sur le principe des cycles des 4 directions. Et ça, ce principe-là, il s'inspire de la roue de médecine des Amérindiens d'Amérique du Nord. Cette roue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Finalement, elle vient finalement nous rappeler que tout ce qu'on fait va être soumis à une cyclicité. Et cette cyclicité, elle est universelle. Il y a toujours la naissance, la vie, la fin et la renaissance de quelque chose, tout comme les saisons. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi envie de transmettre auprès de nos porteurs de projets. Donc ces outils de connaissance de soi, vous imaginez bien qu'on les a expérimentés pour nous. Ce matin, on parlait d'alignement justement dans la table ronde. Donc on les a expérimentés pour nous à titre professionnel, mais également à titre personnel. Et on s'est rendu compte aussi qu'il se révélait hyper intéressant à combiner. Pourquoi? Parce que ça nous permettait de parcourir l'histoire de nos clients et notamment de les aider finalement à identifier ce qui les avait construits. Ils n'en ont pas forcément conscience, mais aussi de se rendre compte de tout ce qui fait leur richesse, leur trésor intérieur et tout ce qu'ils vont pouvoir du coup réinfuser aussi dans leur projet. Je suis désolée, mais ils m'ont mis plein de choses dans les mains, donc du coup, je suis obligée de faire des petites pauses. Que je voulais vous partager avant qu'on rentre vraiment dans le vif du Human Design, c'est partager avec vous ces fameuses 4 directions, puisque pour le coup, ces 4 directions elles vont permettre aux porteurs de projets d'intégrer la création et l'évolution de leur projet. C'est ce que je vous disais finalement, c'est comme les saisons, leur projet va être soumis d'une manière ou d'une autre à une certaine cyclicité, et ça c'est en tout cas pour nous une voie pour qu'ils puissent en prendre conscience. Et en parallèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parcourir leur design pour les aider à intégrer aussi leurs ressources, leurs talents, mais aussi peut-être leurs challenges intérieurs, ceux qui vont se révéler au fur et à mesure de leur parcours. Ce que je voulais faire, c'était pour vous aider à comprendre cette approche qui, je sais, peut paraître un peu étonnante. Comme je vous le disais, on est sur la parenthèse un peu intuitive holistique aujourd'hui, donc ça change peut-être des autres thèmes que vous avez abordés. Je vais parcourir très rapidement finalement les 4 directions que nous on parcourt avec eux et également ce qu'on va aller voir en Human Design dans ces 4 directions. Donc on va débuter nous dans la direction de l'Est. Pourquoi? Parce que ça va vraiment être le moment, vous savez, où ils ont eu l'idée, ce moment où il y a la vision du projet, où ils vont ressentir l'excitation quand il y a la naissance de quelque chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en Human Design, on va aller regarder l'énergie de leur type, c'est-à-dire ce qui va aussi se dégager de naturellement. On va avoir des typologies de personnes qui vont avoir des énergies qui vont être plutôt rassembleurs, d'autres qui vont être plutôt visionnaires, des créatifs, des bâtisseurs. Et ça serait intéressant aussi d'aller observer et d'aller discuter de ça avec eux. Ensuite, on va passer dans la direction du Sud. Alors là, ça va être vraiment le moment, j'allais dire un peu charnière, ce moment où il faut se mettre en action. On a une idée, c'est chouette. Par contre, maintenant, il va falloir y trouver les ressources matérielles, financières, même ses propres ressources aussi personnelles, pour mettre en route et donner vie à tout ça. Et là, en Human Design, on va aller regarder la stratégie de leur type, c'est-à-dire la façon dont ils vont pouvoir utiliser finalement au mieux cette énergie un petit peu naturelle. C'est-à-dire que pour certains, ça va être essentiel de prendre le temps d'informer avant d'agir, sous peine de rencontrer de nombreuses résistances dans leur projet. Pour d'autres, on va se rendre compte qu'il y a une vraie facilité finalement à créer des opportunités, une vraie facilité à connecter avec les gens. Et ça, c'est bien d'en avoir conscience pour pouvoir aussi s'appuyer dessus. Ensuite, on va passer dans la direction de l'Ouest. Et là, c'est le cas de le dire, c'est quand on est complètement à l'Ouest et qu'on commence à rencontrer des obstacles aussi sur son projet. Ça va être le moment des doutes. Ça peut être le moment aussi où on commence à écouter l'entourage qui vient un peu nous décourager, qui vient un peu titiller là, les peurs profondes, c'est de se dire qu'on ne va pas y arriver. Du coup, forcément, c'est ce genre de message qui va prendre le pas. Et là, l'idée, c'est aussi qu'ils soient invités à accepter qu'il y a peut-être des pensées ou des croyances qui seraient temps finalement de laisser tomber pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et là, justement, en Human Design, on va aller aussi un peu explorer les peurs des types. Est-ce que, justement, j'ai cette peur d'être invisible? Est-ce que j'ai cette peur d'être pas reconnue, de ne pas être sollicité pour mon expertise, etc. Et ça sera des moments aussi pour en parler avec eux. Et enfin, on terminera dans la direction du Nord. Alors là, ça va être le moment du renouveau, puisque pour le coup, c'est la phase où finalement on a su un peu transformer tout ce qu'on a parcouru jusqu'à présent et qu'on en fait des atouts pour pouvoir se sentir beaucoup plus libre dans notre façon d'entreprendre et de mener à bien notre projet. Et là, en Human Design, du coup, on va aller regarder ce qu'on appelle le sentiment de soi. C'est un peu ce qu'on ressent quand on se sent pleinement cohérent et pleinement serein dans nos actions. Est-ce que jusque-là, c'est bon, j'ai perdu personne? Personne n'a envie de partir? Parce qu'on va passer maintenant, du coup, au Human Design. Et là, je vais vous en parler un petit peu plus, surtout qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore cet outil.
Donc le Human Design, pour faire simple, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, pour faire simple, c'est un système de connaissance de soi, une grille de lecture qui, vous l'avez peut-être compris avec la méthode que je viens de vous partager, va nous inviter finalement à identifier notre type énergétique, nos talents innés et notre mode de fonctionnement. C'est un super programme, je sais, plein de promesses, mais c'est vraiment un super outil. Il est assez récent puisqu'il a été conscientisé, expérimenté et partagé dans les années 80 par Robert Alan Krakauer et son équipe. Pour faire simple, c'est une synthèse de philosophie et techniques anciennes de connaissance de soi, dont l'astrologie contemporaine, le système des chakras ou la philosophie chinoise. Comme je vous le disais, chaque design est édité d'après l'heure, la date et le lieu de naissance de la personne. Et là, je sais, et je vois déjà dans des regards, que tout le monde a un petit air dubitatif de se dire mais où on va avec ça. Alors oui, on va couper court du coup à toutes vos interrogations. Effectivement, le Human Design, c'est une approche holistique, c'est basé sur un système de croyances. Par contre, je l'espère en tout cas, qu'après cette masterclass, vous pourrez vous apercevoir qu'il peut finalement être un outil complémentaire à vos approches traditionnelles aussi d'accompagnement et en tout cas qui peut ouvrir des voies différentes de communication avec ces porteurs de projets et peut-être même vous aussi avec vos propres énergies et vos propres talents. Le Human Design, il n'est vraiment pas là pour nous dire qui on est, hein, même si on va parler de type bien sûr. Par contre, l'idée c'est qu'il nous invite en tout cas à naviguer avec plus de facilité dans notre vie. On va prendre conscience de notre fonctionnement intérieur, qui est souvent un mystère pour la plupart d'entre nous. Il n'y aura pas de surprise non plus avec le Human Design, hein. Il n'est pas là pour annoncer de grandes vérités, donc c'est pour ça que vous pouvez vous détendre, il va y avoir de farfelus non plus là-dedans. Mais il va venir souvent aussi confirmer finalement ce qui est présent en nous, des choses qu'on suppose de nous-mêmes, qu'on n'ose pas exprimer ou même qu'on n'ose pas du tout utiliser dans notre vie ou dans nos projets professionnels. Donc le Human Design, il a établi finalement 5 grands types qui vont avoir des énergies et des talents différents. Donc, comme vous pouvez voir, les noms sont pas terribles, je suis bien d'accord avec vous, mais au-delà de ça, on va aller voir ce que ça nous raconte, parce que ça, c'est plus intéressant. Par contre, on a ces 5 grands types, donc le manifestor, le manifesting generator, le projector, le générateur et le réflecteur. Découvrir son type, ça va être finalement la première étape, et aujourd'hui on aura le temps de faire que ça de toute façon, pour se réconcilier aussi, comme je disais, avec soi-même. Et encore une fois, au-delà de son approche holistique, pour le coup, en tout cas à mon sens, c'est un outil qui offre aussi vraiment des clés de lecture et d'observation intérieure qui sont assez concrètes, que ce soit au niveau de son énergie, de sa manière aussi de vivre ses émotions, de vivre ses relations, de comprendre un petit peu aussi comment ça se passe et de quelle façon on interagit avec le monde et des fois de manière très inconsciente aussi. On va avoir souvent tendance à sous-estimer ce qui va être facile et naturel pour nous. On préfère forcer, se faire un peu de mal en fait sur nos compétences. Et c'est vrai que le Human Design, pour le coup, lui, il vient nous rappeler qu'on a pas mal de choses déjà qui sont présentes et qu'on peut déjà aller piocher ou en tout cas explorer ce qui est présent en chacun de nous. Donc c'est vrai que jusque-là, vous devez vous dire que c'est assez sympa, c'est très théorique. Je suis assez d'accord avec vous, mais pour le coup, dans votre quotidien, ça va changer quoi? Et ça, on en a beaucoup parlé depuis le début du congrès. Et encore une fois, je ne vais rien vous apprendre, mais la relation accompagnant-accompagné, bien sûr, elle repose sur la confiance, sur le respect et la compréhension aussi des besoins de l'autre. Et dans votre cas, des besoins de votre accompagné. Et c'est vrai que quand on sait que 70% des porteurs de projets ont déjà ressenti ce sentiment d'imposture, d'illégitimité dans leur parcours entrepreneurial, on se dit que quand même les accompagner un peu mieux se connaître, ça peut aussi être intéressant aussi pour eux, pour pouvoir développer leur projet. Et c'est là où, et ça reste que mon point de vue, connaître son design, ça peut tout changer ou presque dans notre façon d'appréhender les choses. Comme je vous le disais, on ne va pas seulement voir les types, et parce que je vous aime bien, je les ai aussi travaillés pour que vous puissiez en avoir une lecture du point de vue de l'accompagnant et du point de vue de l'accompagné, pour que vous puissiez vous rendre compte concrètement finalement sur quoi il va pouvoir vous inviter à réfléchir, mais aussi vous inviter peut-être à envisager de voir les choses complètement autrement. Ceux qui ont eu le temps de faire le test, c'est d'autant plus chouette, parce que je pense que les informations vont beaucoup vous parler. Et les autres, c'est pas grave, vous pourrez le faire après et du coup voir les informations. Je regarde le temps parce qu'on n'a pas beaucoup. On va commencer par le type manifesteur. Alors lui, pour le coup, c'est l'avant-gardiste. C'est vraiment celui qui vient, qui bouscule avec des idées novatrices.
En gros, dans une équipe, ça peut vraiment être celui qui arrive le matin et qui va absolument changer tout le plan que vous avez pu établir la veille ensemble et qui va embarquer tout le monde et toute l'équipe vers une nouvelle proposition ou une nouvelle perspective d'action. C'est un type qui n'en a pas conscience, mais pour le coup, il va impacter son environnement malgré lui. Et ça peut créer finalement autant d'attraction que de rejet dans son entourage. C'est hyper challengeant en fait pour eux aussi dans leurs relations. On dit d'eux du coup qu'ils ont une aura sélective. Pourquoi ? Parce que finalement, sans qu'ils le veuillent, les personnes vont se trier finalement autour de lui pour finalement laisser que les personnes qui sont en capacité de suivre son énergie, qui peut être assez intense et qui surtout bouscule aussi, qui amène beaucoup de changements chez les personnes qui sont dans son entourage. Alors, un accompagnant manifesteur, ses atouts, ça va être quoi ? Justement, ça va être le fait qu'il a cette capacité à booster assez naturellement l'audace et la vision chez ses porteurs de projets. C'est naturel pour lui, donc il n'a pas beaucoup à se forcer pour ça. Vous l'aurez compris, il a une énergie qui bouscule. Donc, du coup, il peut amener aussi le porteur de projet à envisager les choses sous un angle complètement différent. Et ça aussi, ça peut être intéressant selon ce qui se passe pour eux. C'est aussi un type qui va stimuler les changements et les remises en question. Comment vous dire qu'un manifesteur, pour le coup, ça passe ou ça casse. En fait, ce n'est pas des typologies très tièdes, c'est-à-dire que c'est des personnes avec qui on accroche ou on n'accroche pas. Mon associé manifesteur, donc je vois très bien comment ce genre d'énergie peut s'exprimer. Et il n'y a pas de demi-mesure avec ce genre de typologie. Vous, si vous accompagnez par contre un manifesteur, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il va apprécier pour le coup, d'être écouté, d'être suivi dans ses nouvelles idées, ses inspirations, et Dieu sait qu'il en a. Il ne va pas forcément apprécier que vous le freiniez tout de suite avec des considérations un peu matérielles, puisqu'il est dans son élan créatif, et en gros, ce n'est pas forcément le moment où il apprécie qu'on vienne le titiller là-dessus. C'est aussi un type qui va avoir besoin de beaucoup de liberté pour pouvoir aussi agir et faire les choses à son rythme, et surtout à sa façon. Ils ont une façon assez singulière d'entreprendre les choses. Ils aiment que ce soit fait selon comment eux ont imaginé les choses. Et c'est aussi un type qui va être extrêmement sensible au fait d'être informé de ce qui se passe pour lui, pour tout ce qui se passe au niveau de son accompagnement, tout ce qui gravite autour de lui. C'est-à-dire que le manquer d'informations sur quelque chose qui le concerne peut générer énormément de colère aussi chez ce genre de typologie. Et ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. On va parler ensuite du générateur. Alors, générateur, lui, moi je l'appelle le bon faiseur. C'est vraiment celui qui a la capacité à trouver les bonnes ressources pour pouvoir bâtir les projets. Pour le coup, dans une équipe, ça va être vraiment celui qui améliore les process, qui vient aussi peaufiner ce qui a été mis en place, mettre les bases solides des projets. Pour ce type-là, il n'y a rien de plus naturel que de se connecter aux gens, en fait, de se mettre en lien, d'échanger. C'est assez facile pour eux. Et ça peut être un formidable atout, surtout quand on entreprend, parce que ça va être facile de créer une communauté, facile aussi de créer un réseau. Par contre, c'est là aussi ils vont être le plus challengés, parce que ces typologies, pour le coup, ont énormément de mal à dire non aux sollicitations. C'est-à-dire que c'est des typologies qui font un peu de people pleasing, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt tendance à dire oui à tout ce qui arrive, ce qui est génial, sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas forcément toujours bon pour eux de répondre par la positive. Donc un accompagnant générateur, pour le coup, lui, ses atouts, justement, ça va être son énergie qui permet aux porteurs de projet de se mettre en mouvement aussi. C'est important pour lui que le travail rime avec plaisir. Et donc ça, on va dire que c'est un enthousiasme qui est assez énergisant, finalement, pour les personnes qui vont être à son contact. C'est aussi, du coup, un type qui a cette faculté à facilement trouver des ressources ou à facilement trouver des solutions pour concrétiser et mettre en mouvement les projets. Ça, c'est intéressant quand on a besoin aussi d'aider peut-être une personne à structurer son parcours et sa mise en action. Si vous, par contre, vous accompagnez un générateur, lui, pour le coup, il appréciera justement d'être encouragé à suivre ses envies. Ce qui sera important, c'est aussi de l'inciter à vraiment aller nourrir ce qui le stimule dans son projet. Encore une fois, pas qu'il réponde oui à tout, mais qu'il apprenne à dire non quand c'est nécessaire et qu'il se concentre réellement sur ce qui va lui générer de l'enthousiasme à faire les choses. Parce que là, pour le coup, ils deviennent un peu des machines de guerre en termes de création et de production. Donc, autant stimuler les bonnes énergies. Et ce qui est intéressant, c'est de lui rappeler aussi qu'il a une énergie hyper communicative. Et son enthousiasme... encore une fois, il peut se reposer dessus aussi. S'il a besoin à un moment donné de venir rassembler des moyens, de venir rassembler des personnes sur son projet, il y a quelque chose d'assez naturel chez lui à faire ça, autant qu'il ne tape pas à côté, qu'il se serve de ce qui est présent en lui.
On va ensuite passer au Manifesting Generator. Donc, c'est un type que je connais bien puisque c'est le mien. Ça ne vous étonnera pas quand je vous dirai que c'est un type multicréatif, qui a une curiosité débordante et qui aime que les choses aillent vite. Je pense que vous en rendez compte à mon débit de parole. Je m'en excuse, mais en plus, on m'a mis la pression, donc ce qui n'aide pas non plus. Là, pour le coup, dans une équipe, ça va vraiment être la personne qui... Vous savez, vous arrivez le matin, vous lui parlez d'une idée, vous êtes quasi sûr que dans la journée, elle a réalisé l'idée, qu'elle a fini le projet, qu'elle vous livre tout ça en un rien de temps. C'est des types qui ont la faculté à faire plusieurs choses en même temps. C'est leur processus naturel. Au bout d'un moment, il ne faut pas essayer de faire autre chose. Ils ont énormément d'enthousiasme aussi à faire ce qu'ils font. Ils aiment beaucoup partager leur passion. Et ça, l'effet que ça peut avoir, soit ça dynamise, soit ça fatigue beaucoup aussi leur entourage. On dit qu'ils ont une aura enveloppante. Pareil, c'est assez simple pour eux. Les gens se connectent facilement à eux. On se sent un peu comme accueillis en fait, auprès d'eux et dans leur espace. Donc, ce n'est pas très compliqué pour eux d'échanger. Ils aiment plutôt ça. Par contre, vous, si vous êtes un accompagnant, parce que je viendrai sur l'accompagné manifestor qui peut être difficile à gérer, mais si vous êtes un accompagnant manifesting generator, vos atouts, ça va être quoi? C'est justement cet effet hyper boostant qui est assez naturel et qui va du coup être une énergie très communicative pour le porteur de projet. Sa capacité aussi à faire plusieurs choses en même temps et à être efficace, ça aussi, ça peut être un atout pour vite trouver des solutions aussi, peut-être pour vos porteurs de projet, en tout cas des solutions qui sont rapidement applicables dans leur quotidien. Par contre, si vous accompagnez un manifesting generator, je ne vous dirai pas bon courage, parce que moi, je les aime bien sûr, mais il appréciera aussi de ne pas être freiné, parce qu'il a beaucoup d'idées, il a beaucoup d'inspiration. Au moment où il a les idées, ce ne sera pas le moment où il faut le freiner, il faut laisser un peu le temps qu'il déguste ça. Il aura besoin d'espace. Alors lui, il aura besoin d'espace notamment pour pouvoir tester finalement toutes ces idées ou les pistes qu'il aura pour en laisser de côté justement et se focuser sur ce qui sera important de faire pour son projet. Il changera d'avis aussi régulièrement, peut-être de trajectoire dans son projet. Et ce qui sera intéressant de votre part aussi, c'est de pouvoir l'encourager à se faire confiance, notamment en lui posant des questions fermées sur les options possibles qu'il a. Pourquoi ? Parce que j'allais dire, leur plus grand défi pour ces types-là, c'est de faire des choix. Ils ont envie d'être partout, ils ont envie de tout tester, ils ont envie de tout faire. C'est naturel pour eux et j'allais dire, ça peut être un atout, cette curiosité. Mais votre rôle, ça va être de les aider à se dire, OK, il y a tout ça, mais c'est quoi qui te stimule le plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Et on va plutôt aller là-dedans, même si il y aura au moins 2 choses et comme ça, ils seront satisfaits. Mais du coup, voilà, les aider à pas trop se disperser, c'est vraiment leur challenge. Et je sais que ça a été évoqué pas mal de fois depuis le début de ce congrès. Je sais que vous avez des profils qui peuvent ressembler à ça. On va ensuite parler du profil projecteur. Alors, ce profil-là, c'est vraiment l'éclaireur. C'est celui qui va avoir la capacité, finalement, à lire les potentiels des personnes. Dans une équipe, ça peut vraiment être... finalement, le premier qui va repérer que son collaborateur, il n'est absolument pas épanoui, que ce soit dans sa mission ou dans son cadre de travail. Mais encore une fois, lui, il n'en a pas conscience. Il a cette faculté assez naturelle de lire les situations, les personnes, ce qui peut être intéressant pour un entrepreneur qui va du coup aller vers les bonnes opportunités pour lui. Si vous êtes un accompagnant projecteur, les atouts vont être les suivants, notamment cette capacité aussi à lire entre les lignes, ce qui fait que c'est souvent des accompagnants qui vont poser les bonnes questions, voire la bonne question en fait aux porteurs de projet, celle qui fait un peu déclic et qui les aide du coup à avancer dans la concrétisation de leur projet. C'est aussi un accompagnant qui adore être sollicité pour partager ses conseils, partager son expertise, partager aussi ce qu'il a perçu comme perspective d'épanouissement pour son porteur de projet. Et son atout, c'est aussi celui de justement rapidement capter les potentialités, que ce soit du projet ou des personnes. Il y en a, c'est naturel, c'est comme ça, ils voient vite ce qui peut marcher ou pas. Et ça, ça peut faire gagner du temps aussi, j'imagine, aux personnes qu'on accompagne. Si vous accompagnez un projecteur, pour le coup, lui, il appréciera aussi... que vous l'encouragez à suivre son rythme. Pourquoi? Je n'ai pas le temps là d'en parler au niveau des rythmes et des énergies de travail, mais c'est un type aussi qui va avoir besoin de phases de repos. Il n'est pas du tout câblé pour en faire toujours plus. Il va être en capacité d'être très efficace et d'être très focus sur quelque chose, mais ce n'est pas pour autant que ça va être celui qui va travailler pendant des semaines et des nuits et des jours d'affilée. Ce n'est pas du tout sa façon à lui de fonctionner. Ce qu'il va apprécier aussi,
c'est peut-être qu'on lui propose des opportunités, des occasions d'être invité, encore une fois, à partager son expertise. Là, ils sont au top, ils adorent ça. Quand on les sollicite et qu'on les invite à partager leur savoir-faire, c'est quelque chose qui les stimule énormément et ils sont très bons aussi pour ça. Et on va finir par un des types les plus rares, en tout cas, le type réflecteur. Lui, c'est vraiment le miroir. Il a cette capacité finalement... encore une fois, à percevoir et à refléter ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. C'est un peu différent du projecteur. Dans une équipe, alors là, pour le coup, c'est le top du top de l'happiness manager, c'est-à-dire qu'il va tout de suite capter ce qui ne va pas dans le groupe, il va capter l'ambiance en arrivant et il va être en capacité aussi de pouvoir réharmoniser, en tout cas trouver des solutions pour qu'on puisse réharmoniser ce qui se passe pour le collectif. C'est un type très singulier, c'est très compliqué pour eux parce que c'est le genre de type qui a le sentiment chaque jour de ne pas être le même, de se lever chaque matin avec une énergie différente, d'avoir cette sensation finalement qu'il a une identité qui se métamorphose ou qui évolue sans cesse. C'est un type qui est extrêmement perméable au monde en fait. Ils sont très poreux à ce qui se passe et donc ça leur coûte et ça leur demande beaucoup d'énergie aussi de devoir se définir là-dedans. On est aussi dans une société qui n'aime pas du tout la cyclicité, le changement. On aime ce qui est constant et linéaire. Donc comment vous dire qu'avec toutes ces singularités, c'est pas forcément simple de s'y retrouver, mais pour autant on est aussi là pour proposer des nouveaux modèles. Et ça, lui, ça va être son plus grand talent parce qu'il va venir nourrir cette curiosité, cet émerveillement à faire les choses et c'est quelque chose qu'il partage, mais c'est comme je vous le disais, quelque chose qui le challenge énormément parce que c'est un peu comme si on l'avait projeté dans un univers qu'il ne comprend pas, il ne sait pas comment on fonctionne, il ne comprend pas tous ses codes et ses contraintes et c'est assez compliqué pour lui. Donc si vous êtes un accompagnement réflecteur, par contre, vous avez quand même de beaux atouts puisque votre flexibilité à envisager de nombreuses perspectives, qu'est-ce que ça crée? Justement, ça crée un accompagnant qui va être vachement ouvert et très à l'écoute aussi de la personne qui est en face de lui. C'est aussi un accompagnant qui reflète sans le vouloir les dissonances et aussi ce qui se passe, les atouts d'une situation, d'un projet, d'une personne et ça peut être hyper constructif aussi pour celui qui est accompagné. Et si vous, par contre, vous accompagnez un réflecteur, alors eux, il faut en prendre soin. Pour le coup, il faut leur créer un cadre. C'est des types qui apprécieront d'être accompagnés justement à respecter leur rythme. Ils ont besoin de moments d'interaction intense, c'est important pour eux, ils se nourrissent de ça, mais ils ont aussi besoin de moments de repos pour relâcher tout ce qu'ils ont capté dans la journée. C'est aussi le fait d'accepter leur curiosité, leur flexibilité. On parlait du manifesting generator. Pour le coup, eux, un projet, il va se métamorphoser au fil des jours, la trajectoire va changer. Donc, je pense que ça peut être pas simple à suivre. Ça, on est bien d'accord. Et encore une fois, comme je vous disais, ce qui est important avec eux, c'est de prendre conscience de leur extrême sensibilité. C'est comme si vous aviez une éponge absolument géante face à vous. Ils sont pour eux à leur environnement, à leur entourage, au lieu. Donc, pour le coup, le cadre dans lequel on les accueille, il est forcément un petit peu différent que pour les autres. Voilà pour nos types. Petite question, est-ce que certains se sont reconnus, ont reconnu des collègues, ont reconnu des gens qu'ils ont accompagnés dans ce qu'on a pu voir? Parce que généralement, ça parle un petit peu. Il y a peut-être une question que je voulais devancer, même si vous ne me l'avez pas posée, mais peut-être qu'elle est à l'intérieur de vous, parce qu'on me l'a souvent posée dans les sphères professionnelles quand on parle du Human Design. On m'a demandé si ça pouvait être un outil de recrutement ou un outil pour justement choisir les personnes, pour collaborer, etc. Bien évidemment que non, j'imagine que vous le comprenez bien, de la même façon que vous n'allez pas choisir quelqu'un parce qu'il est balance ou capricorne, on ne va pas choisir quelqu'un parce qu'il est réflecteur ou manifesteur, je pense que ça va de sens, même en disant ça pour vous, vous vous rendez compte à quel point c'est réducteur et que ça n'a aucun sens. Par contre, comment appréhender cet outil-là, qui encore une fois est un outil intuitif, sensible, etc. C'est vraiment de l'envisager plutôt comme un outil d'expérimentation et surtout d'exploration de soi, bien sûr, mais des autres. Comment on recrée de la relation, comment on recrée de la communication différemment, en respectant son rythme, en respectant le rythme de l'autre. On n'est déjà pas sur un même dialogue aussi quand on est dans cette phase-là. Et encore une fois, c'est un outil à proposer bien évidemment auprès de personnes qui sont sensibles aussi à vouloir se découvrir avec des approches un petit peu différentes. Mais l'idée, c'est vraiment ça. On va se servir de ça, on va tester des choses, on va explorer, on va se poser des questions. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça ne me convient pas? Il n'est pas du tout là pour affirmer des choses ou des vérités, mais plutôt pour se dire si on essayait de faire autrement, et peut-être qu'on pourrait essayer ça et voir comment ça se passe. Donc pour vous aider, et je vais essayer d'aller assez vite, je vous ai prévu quand même des petits exemples de son application dans le quotidien pour aussi que vous puissiez imaginer de quelle façon il peut être intéressant, en tout cas pour les pistes de réflexion qu'il soulève. Il y a notamment un point sur lequel il est super important, parce que je pense que ça, vous l'avez beaucoup vécu,
c'est sur la communication. Il peut être super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une façon de communiquer, chacun, qui est souvent source de friction, d'incompréhension, voire de quiproquo. Et ça peut générer énormément de frustration aussi ou de colère. C'est vrai que finalement, ces ressentis vont biaiser quoi? Ils vont biaiser notre façon de nous exprimer, mais ils biaisent aussi la façon dont on a d'écouter ce que l'autre est en train de nous partager. Et in fine, ça crée aussi une mauvaise dynamique collective. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir ce moment d'agacement où vous êtes en train d'expliquer votre fabuleuse idée au groupe avec qui vous travaillez, votre collègue, et on vous regarde avec un air dubitatif et vous avez le sentiment d'être absolument incompris et vous avez envie de vous cacher sous une table. Du coup, c'est un peu sur ces sujets-là que le Human Design va aussi nous aider, sortir de soi aussi pour aller aussi vers les autres. Comme je vous le disais, mon associée Céline est de type manifesteur. Donc c'est un type que je connais bien. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble. Donc je l'ai vu, j'ai vu le manifesteur aligné, désaligné. On a pu tout expérimenter aussi ensemble. C'est un type qui est extrêmement indépendant. Et un des grands défis pour ce type-là, c'est d'apprendre à informer leur entourage de ce qu'ils font. Qui est hyper compliqué pour eux. Et c'est vrai que pendant des années, Céline, du coup, elle n'avait pas conscience de ce processus-là, mais ce qui se passait, c'est qu'elle rencontrait énormément de résistance, en fait, dans la mise en place des projets, énormément de résistance dans ses relations, voire même de ruptures soudaines ou de sorties soudaines dans ses relations professionnelles et personnelles, ce qui générait de fait beaucoup de tristesse pour elle aussi. C'est hyper violent aussi quand on ne comprend pas trop, quand on comprend pas ce qui se passe. Et en écho à cela, ce qui se passait aussi, c'est qu'elle percevait bien que quand elle n'était pas informée de quelque chose qui gravitait pour elle, que ce soit au milieu pro, perso, il y avait beaucoup de colère qui arrivait. Elle avait besoin de tout savoir, d'être informée d'absolument tout ce qui se passait autour d'elle. Et aujourd'hui, notamment grâce au Human Design et aussi depuis le temps qu'on l'expérimente et la conscience qu'on a pu mettre aussi sur certains processus, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si c'est loin, encore une fois, d'être naturel pour elle, mais elle prend le temps de venir informer les personnes qui sont directement impactées par ses choix, par ses décisions, parce que de fait, comme je vous le disais, c'est un type qui impactera les autres, même s'il n'a pas envie de le faire, c'est comme ça. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait ça, elle a pu aussi observer le changement qui s'est passé dans ses relations, de voir qu'il y avait beaucoup plus aussi d'écoute, il y avait beaucoup plus d'échanges, c'était beaucoup plus apaisé. Et ça, pour le coup, je sais qu'en parlant avec elle, même en préparant ça, c'est un des points où le Human Design l'a énormément aidé à mettre en place une dynamique, j'allais dire, relationnelle qui est complètement différente. Un autre point où il peut être super intéressant à tester, c'est sur le travail d'équipe. Réinventer le travail d'équipe, on en parlait aussi encore ce matin, tout un programme, puisque c'est un sujet, je pense, qui traverse les époques. On n'arrête pas de se poser des questions là-dessus. On a vraiment du mal à vivre et à travailler ensemble. J'ai l'impression que c'est un vrai problème. Et encore aujourd'hui, c'est une question qui revient. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de s'adapter à des générations qui souhaitent être reconnues dans leur singularité. C'est hyper important. Mais surtout de savoir cette singularité, comment aujourd'hui, moi, je l'infuse et comment je la partage dans du collectif, parce qu'on a ce souci-là aussi de vouloir faire les choses ensemble. Et encore une fois, ici, le Human Design, il peut vraiment nous aider à imaginer d'autres façons et d'autres modèles pour pouvoir travailler ensemble en utilisant peut-être les types, les talents de chaque type. Je vais vous donner un exemple qui est fictionnel, mais qui marche. Si au sein d'une même équipe, justement, on va avoir Isabelle qui, elle, apprécie de prendre le temps de faire les choses, de comprendre ce qui se passe avant de se lancer. Et de l'autre côté, on va avoir Mathieu qui, lui, aime que ça aille absolument vite, qui n'a pas le temps et qui veut que les choses avancent. Ce qui va se passer, c'est que plutôt que de s'énerver contre notre chère Isabelle qui ne va pas assez vite, je pense que vous avez tous un ou une collègue comme ça, le Human Design, il va peut-être nous montrer que pour elle, ça va être nécessaire de pouvoir avancer sur ses missions une étape après l'autre pour qu'elle puisse accomplir son travail finalement sereinement et dans un processus qui lui va bien, puisque c'est le processus le plus optimal pour son type qui est générateur. De l'autre côté, on va avoir Mathieu. Donc lui, pour le coup, il n'a même pas fini de lire le brief de la mission qu'il a déjà fait le plan. Le matin, il a fini la mission et l'après-midi, il vous a fait la présentation PowerPoint. Et là, pour le coup, bien sûr, on va se rendre compte que c'est un manifesting générateur, mais il ne le fait pas exprès. C'est comme ça aussi qu'il a l'habitude de faire. Ce qui va être important de saisir, c'est que finalement, sur un même objectif, même mission, chaque type va avoir son propre processus aussi de réalisation, de sa propre façon d'intégrer l'information, de l'analyser, de la retranscrire et de la partager. Et finalement, au sein d'une équipe, le problème, ça ne va pas être
que Isabelle elle soit trop lente ou que Mathieu il aille trop vite. D'ailleurs, Isabelle et Mathieu ne nous ont rien fait, en l'occurrence. Mais c'est plutôt d'envisager que sur cette mission, comment on va utiliser les talents de chacun. Est-ce que c'est pas possible peut-être que Mathieu, du coup, qui a cette capacité à voir le plan d'action, le mette en place et qu'ensuite il le partage à Isabelle, qui elle commence à s'atteler à faire les étapes, une étape après l'autre, ce qui fait que tout le monde sera détendu et au final, on aura tous aussi réussi cette mission sans se mettre une pression de malade. Donc c'est aussi sur ce point-là où finalement, le Human Design, comme je le dis, ça peut être juste, et on peut le voir de manière hyper ludique en fait, ça peut être juste une voie d'exploration pour essayer de tenter de co-créer ensemble et de se dire finalement, moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, on a ça à faire, comment on fait pour le faire ensemble au mieux, et on va se tromper, et c'est pas grave, mais on va au moins... Il y a quelque chose qui se détend un petit peu aussi. On ne se sent pas obligé de produire comme notre voisine ou de réfléchir comme lui parce qu'on n'a absolument pas la même façon d'analyser les informations, on n'a pas la même façon de s'inspirer, de conceptualiser. Et ça, c'est important qu'on commence à le prendre aussi en conscience. Il me reste 5 minutes et j'aimerais bien vous partager encore 2 petites choses. Je vais sauter un exemple et je vais passer au dernier. Celui-là, il va peut-être vous intéresser. Donc, c'est comment le Human Design peut aussi nous aider à booster l'audace et la mise en action. Et ça peut vous intéresser pour les porteurs de projets. Vous avez certainement accompagné beaucoup de porteurs de projets, débutants, aguerris, confirmés, peu importe. À un moment ou à un autre, de toute façon, ils vont rencontrer un obstacle où ils vont avoir ce moment de découragement, ce manque de confiance, que ce soit dans la reprise ou dans le lancement d'un projet. Encore une fois, s'il y a bien un domaine dans lequel on n'est absolument pas égaux, c'est celui de l'estime de soi. Autant des personnes, j'allais dire, vont arriver avec un réservoir de confiance en eux qui a été super bien nourri par leur éducation, leur apprentissage, leurs expériences. C'est génial. Autant pour d'autres, pour le coup, ça va être un vrai challenge d'oser avancer dans la vie en ayant une confiance en soi qui soit soutenante. Et c'est à ce niveau-là aussi où le Human Design il peut vraiment nous aider à aller réveiller un peu des talents qui sont endormis. Et qui sont endormis soit parce qu'on a eu un environnement qui ne les a pas stimulés, et c'est ainsi, soit parce que nous-mêmes, on ne s'est pas autorisé par conditionnement ou par toute autre raison qui nous aurait empêché de le faire. Je vais prendre l'exemple de Mireille, une de nos clientes. Quand elle est venue nous voir, elle était en train de lancer son activité, elle était en reconversion professionnelle, elle passait de l'entrepreneuriat après une vie salariale dans le social, et elle avait pour le coup extrêmement conscience qu'il était temps qu'elle dépasse ses craintes si elle voulait donner toutes les chances de développement à son projet. Donc nous, quand on s'est occupé de sa communication et qu'on a pris le temps aussi d'aller voir son design, ce qu'on a vu, c'est que justement, on a pu mettre en lumière un talent inné de storyteller et également une voie de communication, j'allais dire avec une dimension assez créative. Et quand on a parlé de ça, elle-même, elle m'a dit, mais c'est vrai, depuis tout le temps, j'ai cette fibre créative, je l'utilise à titre personnel. Et maintenant que tu me dis, effectivement, c'est facile pour moi de parler des histoires, de partager mes émotions, j'adore ça, etc. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, elle avait d'une part absolument pas conscience que ça c'était des talents et qu'au bout d'un moment, il ne fallait pas chercher à côté, quoi. Et elle avait encore moins l'idée de comment elle allait pouvoir le mettre en œuvre dans son projet, alors qu'au final, c'était franchement des ressources à exploiter largement. Et elle a commencé justement, ça l'a boosté, elle a pris l'audace, elle a commencé à faire ses vidéos sur ses réseaux sociaux, elle a fait son site, elle a promu ses services, il y a du monde qui vient dans ses accompagnements, etc. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à ce moment-là, elle avait juste besoin de prendre conscience qu'il y avait des choses qui étaient là, elle essayait de faire comme tous les autres à côté, sauf qu'elle, elle avait des choses qu'elle faisait naturellement bien en plus, ou en tout cas qu'elle pouvait exprimer pour les améliorer justement pour son projet. Et sur ce point, je trouve, en tout cas, l'expérience que j'ai moi avec les personnes que j'accompagne, c'est souvent sur ce point-là où il se passe quelque chose d'assez dingue et on sent qu'il y a un vrai élan que le Human Design leur donne. Et rien que pour ça, moi, je trouve qu'il est absolument intéressant de tester et d'utiliser auprès des personnes qu'on accompagne. Ce que je voulais dire, je vais être obligée d'aller hyper vite, mais ce que je voulais dire, c'est que justement, vous l'avez compris, l'idée avec cet outil-là, c'est qu'on arrive avec nos accompagnés, nos équipes, etc., à finalement découvrir non pas les différences qu'ils ont, mais peut-être qu'on aille un peu plus creuser sur les talents et les trésors qui se cachent en chacun d'eux, puisque le sujet va être vraiment là. Vous le savez, le thème de cette année à Procréa, c'est l'amour et le bonheur. On en a parlé beaucoup, notamment dans la relation accompagnant-accompagné. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bateau comme ça. Hier, il nous a bien rabattu les oreilles comme quoi ça pouvait être un petit peu bateau. Ouais, je sais. Mais pour le coup,
malgré tout, moi, je me dis quand même, est-ce qu'il n'y a pas une clé là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une clé dans le fait de remettre du cœur dans nos accompagnements? Alors, bien sûr, en sortant du côté roudoudou, mais finalement, on parle de relations humaines. À un moment donné, on ne peut pas échapper aux émotions qu'on traverse et qu'on vit dans notre relation accompagnée. Ce n'est pas possible. On parle de leur vie, on partage des choses qui dépassent... qui dépasse aussi l'aspect professionnel. Et puis, on est des êtres de connexion, quoi. Les êtres humains, on est quand même là pour vivre des émotions. Par contre, le Human Design, là où il est intéressant, c'est que justement, il nous offre une possibilité d'avoir un regard qui est un peu différent, justement, sur ça. Et surtout, il nous permet d'envisager nos relations et nos réalisations collectives plus comme des exercices de complémentarité plutôt que un problème ou une infinie on doit solutionner, c'est toujours un problème, on a des problèmes dans nos relations, on a des problèmes pour mettre en place notre travail, etc. Et de se dire, et si on essayait juste de changer le curseur, de regarder les choses autrement, on a tous des talents qui sont différents, mais si on les fait ensemble, peut-être qu'il peut se passer des choses assez chouettes. Je n'aurai pas le temps de tout terminer, mais par contre, je voulais quand même, pour ceux qui sont un peu titillés par cet outil-là, je vous ai préparé une sélection de livres rapidement pour ceux qui ont envie d'approfondir ou du moins de se dire j'ai envie de creuser un peu, voir si ça peut aller. Les 2 premiers livres que vous voyez, ceux qui sont le plus, excusez-moi, à gauche, exactement. Les 2 premiers livres, c'est ceux qui ont été écrits par des étudiants du fondateur du Human Design, donc ils sont vraiment à l'origine de l'outil, ça va très en profondeur, c'est un outil qui est assez complexe, franchement on a vu qu'une infime partie aujourd'hui. Je vous conseillerais pas le premier, même si c'est le livre de référence, vous allez tomber sur celui-là quand vous faites vos recherches. Ne le prenez pas, il est à des prix absolument indécents, je ne sais pas pour quelle raison, ne tombez pas là-dedans, même si c'est le livre de référence. Le deuxième reste un livre de référence. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, elle a... j'allais dire adapter le vocabulaire, parce qu'il a un vocabulaire assez particulier, le Human Design, et elle a aussi adapté son vocabulaire pour que ce soit plus intelligible, plus accessible aussi par rapport à notre époque. Sinon, il y a 2 livres, les 2 derniers, qui eux, pour le coup, sont très récents, et sont des livres qui abordent le Human Design de manière assez pratico-pratique. On revient vraiment sur les bases, les types, les autorités, etc. de chaque design, mais pour le coup... il permet de rentrer là-dedans de manière assez simple et surtout avec des exemples très concrets pour son quotidien. Donc, j'allais dire, si c'est une première porte à ouvrir, ça serait plutôt celle-ci. Je n'aurai pas le temps de vous proposer de poser des questions, vous l'avez bien compris, je vois derrière qu'il va falloir qu'on lâche la salle. Par contre, bien sûr, je suis disponible pendant tout le congrès, si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez surtout pas à venir me voir, ne vous gênez surtout pas, je suis là pour ça, donc si vous avez bien compris, j'aime bien parler, donc il n'y aura pas de problème pour parler sur ce sujet-là. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite aussi, et merci en tout cas pour votre intérêt, parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si diversifié.